bienvenue sur Gabon 24 et dans ce qui fait débat. Notez que si le sujet a longtemps été tabou, il détient cependant la palme d'or des sujets les plus hésités ces derniers mois au Gabon. La question du harcèlement en milieu scolaire et estudiantin mérite que l'on s'y attarde car il produit des effets néfastes sur les victimes mais pas seulement. Au banc des accusés, la société civile, la famille, l'État, car toutes les politiques élaborées à ce jour restent dans les placards de la réflexion alors que le mal, lui, est bien réel et profond. Pourquoi? Quelles solutions à court, moyen et long terme? Violence physique, psychologique ou menaces, intimidation? Le phénomène gagne du terrain. Causes et conséquences, rôles et responsabilités, cela suscite le débat. Et pour cerner les contours de cette problématique du harcèlement en milieu scolaire et estudiantin, Gabon 24 reçoit Roger Darnel Nguema-Ondo. Il est procureur de la République près le tribunal de première instance de Mouila. Merci monsieur le procureur d'avoir fait ce long voyage pour nous édifier sur cette question. Merci à vous, madame. Merci. En face de vous, il y aura monsieur Fridolin Vemessa. Il est secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale. Merci à vous également d'être là. Vous n'êtes plus à présenter sur le plateau de Gabon 24. Il y aura un plus jeune, Dorlan Chancelier Olengue. Il est vice-président numéro 4 de l'Union nationale des étudiants du Gabon. Merci d'être avec nous. Merci. Merci. Le problème, il est bien réel, messieurs. Avant que d'entrer dans le vif du sujet, monsieur le procureur, vous êtes la loi sur le plateau de Gabon 24. Ce jour, définissez-nous dans des mots les plus simples pour que nul n'en ignore ce qu'est le harcèlement. Merci, madame, pour cette opportunité, pour une question d'actualité. Le phénomène de la sexualité ou l'harcèlement sexuel en milieu scolaire et estudiantin est une réalité. Alors, pour venir à votre interrogation, le harcèlement sexuel, où il y a harcèlement sexuel, alors c'est le fait pour une personne d'imposer de façon répétée des propos ou d'afficher un comportement ayant une connotation sexuelle à l'endroit d'une autre personne. Ou encore, le fait de tenir des propos ou afficher un comportement aux fins d'obtenir des faveurs sexuelles à l'encontre d'une autre personne. D'accord. Voilà, c'est cela. La définition en droit. Voilà, en droit. Mais il y a une autre définition, celle de la rue, oui. Et je vais demander à la régie de m'aider à diffuser cet extrait qui est devenu viral sur la toile. Cet extrait d'un professeur qui discute calmement, gentiment, avec son élève et traite de questions très, très pertinentes. Je vous propose de suivre. On se retrouve juste derrière. Monsieur? Si tu ne redoubles pas la seconde ligne, tu vas me dire, s'enlève mon nom. Mais vous voulez me faire doubler? Je vais te le faire doubler. Pourquoi? Parce que ce que tu dis là. Je dis quoi de mal? Tu m'as insulté. En disant? Tu me traites de malade. Monsieur, moi je suis traité de malade. Tu as inventé un faux problème, toi et moi, machin, je suis ton père. Monsieur, désolé si je vous ai vu comme un père que je Non, n'ai pas. dis-moi d'abord. Moi je suis déjà trop grande, je ne peux pas doubler la seconde, je vais arriver en terminant à quel âge? C'est ça, tu vas même arriver après 2 ans. C'est-à-dire que la première, on ne t'a pas dit que la première, ceux qui sont partis vont redoubler. Tu redoubles encore la première. Ça te fait encore 3 ans avant d'arriver en terminale. Ça te fait 4 ans maintenant. Comme ça, tu vas comprendre qu'il ne faut pas faire ce que tu fais là. Roger Darnel Nguema-Ondo, comment décrire ce comportement, cet échange? Merci. Alors, au regard de la définition que nous avons donnée au préalable, vous constatez dans cet audio qu'il y a des propos qui sont tenus de façon répétée et ces propos sont imposés. Et la contrepartie de ces propos, c'est d'obtenir, l'interlocuteur, le monsieur, l'enseignant, veut obtenir des faveurs sexuelles. Voilà, donc nous sommes là dans un exemple patent d'harcèlement sexuel en milieu scolaire. D'accord. Je reviens vers vous. Gardez cette partie qui est importante. Monsieur Vemessa, vous êtes du syndicat de l'éducation nationale. C'est un enseignant
qui parle à son élève. Les responsabilités sont partagées, vous me direz. Mais quelle est votre réaction à la suite de ce que l'on vient d'entendre? Bien, moi je voudrais revenir sur la définition du concept S'il vous plaît. harcèlement. Je parle de la définition proposée par l'Organisation internationale du travail, à laquelle nous appartenons en tant que travailleurs. L'OIT définit la violence ou le harcèlement comme un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables qui ont pour but de causer ou de susceptibles de causer un dommage physique, psychologique, sexuel ou économique. Cela englobe, entre autres, les violences physiques, verbales, les brimades, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les menaces et le harcèlement persistant. Voilà un peu comment l'OIT définit le harcèlement. Partant de cette définition, quelle est votre lecture de cet audio? Partant de cette définition, oui. Nous voyons que l'enseignant, effectivement, affiche un comportement qui est en marge de l'éthique qui doit nous incarner en tant qu'éducateurs. Parce qu'il nous a strictement interdit de sortir avec nos élèves pour nous faire entendre, sortir avec eux. C'est-à-dire d'avoir des relations intimes ou amoureuses, d'entraîner des relations amoureuses avec nos élèves ou nos étudiants. C'est prohibé, c'est proscrit dans le monde de l'éducation. D'accord. Bon, cet enseignant qui, au travers de cet audio, demande in fine des faveurs sexuelles à cet élève à travers des menaces. Parce que la menace, c'est quoi? La menace, c'est faire redoubler cet enfant. Il promet que s'il n'obtient pas ce qu'il veut, il sera obligé de donner une note éliminatoire pour que cet enfant puisse reprendre sa classe de première. Et là, il s'expose, il est devant la loi. Je ne sais pas ce que voit le procureur là. Le procureur nous dirait ce qu'il risque. Ce qu'il risque. Oui, mais avant, monsieur Messa, arrêtons-nous s'il vous plaît. Les mots sont joliment utilisés parce que ce sont les livres qui nous les donnent. La réalité sur le terrain est différente. Il y a des professeurs qui, non seulement, et ça c'est à la discrétion de tout le monde, non seulement lèvent le coude avec les élèves de temps en temps, unis pour le meilleur et la débauche, dans des bars au vu et au su de tout le monde, il y a d'autres professeurs qui poussent le bouchon comme ce monsieur. Est-ce que vous n'êtes pas conscient qu'il y a ces problèmes? Donc, les élèves ne viennent pas vers vous pour se plaindre de ce qu'ils sont victimes de harcèlement. Quelle est la posture en tant qu'enseignant? Vous condamnez, vous ne condamnez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez laissé sur ma soif. Dites-moi, allez un peu plus loin dans le sujet. Nous condamnons et nous éduquons. Nous éduquons en tant que syndicat. Et nous avons la chance d'appartenir à la Fédération mondiale des enseignants, l'IE, qui nous donne des formations dans ce sens-là. Et au Gabon, nous répercutons cette information-là dans le cadre de la sensibilisation. Depuis que vous sensibilisez, quel résultat palpable? Alors, nous avons amené effectivement l'État à prendre conscience du phénomène parce que nous étions les premiers à lancer l'alerte en milieu scolaire. Nous étions quand? Nous étions dans les années 2007. Nous avons commencé à sensibiliser sur le phénomène. Et nous avons produit cet outil de sensibilisation. Très bien. Avec lequel nous descendons dans l'établissement, sensibiliser non seulement les enseignants, mais également les élèves sur les risques que le harcèlement peut entraîner au niveau chez l'enseignant et également chez l'élève. Est-ce que vous vous rendez compte que cette sensibilisation a débuté en 2007? Dites 2007? Je parle de 2007. Voilà, nous sommes en 2022, il y a encore un professeur apparemment qui n'a subi aucune sensibilisation. Dites-moi. Vous savez, le monde évolue. Oui. Le monde évolue. Il et évolue les acteurs, vous savez, le monde éducatif, c'est un monde qui alterne les acteurs. Vous voyez, les enseignants arrivent, ils vont à la retraite, d'autres arrivent. Celui-là, il n'est pas à la retraite, il est en fonction. Ce sont des jeunes enseignants qui arrivent dans le milieu. D'accord. Et qui ont... Ils n'ont pas encore été sensibilisés. Non, pas qu'ils n'ont pas été sensibilisés. Vous savez, c'est un problème sociétal, il faut le dire. C'est un problème sociétal qui n'est pas au sein de l'établissement, mais dont l'école devient la victime par excellence.
Parce que c'est un problème sociétal. Oui. Donc, on ne peut pas indexer in fine l'établissement en premier. On a indexé personne ici. Donc l'établissement est Nous sommes devant la malheureusement loi. Oui. la victime de ce phénomène. Monsieur Vemessa, vous ne répondez pas à ma question. Je vous laisse le temps de réfléchir. Parce que la question, in fine, c'est est-ce que ces enseignants actuels, cette nouvelle génération, comme vous l'appelez aisément, respecte la déontologie, a été sensibilisé au respect de cette déontologie? Je reviens vers vous. Répondez si vous pouvez. Ce qu'il faut dire, oui, c'est que les enseignants sont de plus en plus jeunes aujourd'hui, oui, tout comme les élèves qui arrivent en 6e. Ils arrivent en 6e à peine 9 ans, 10 ans. Ceci explique cela? Bon, ceci peut expliquer cela parce que ils sont de la même tranche d'âge. Ils sont de la même tranche parce qu'à notre époque, nous étions un peu plus vieux quand on venait enseigner, on était plus vieux et les élèves étaient plus jeunes. Donc on se comportait comme des parents. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsqu'un jeune professeur arrive, il pense que l'élève de terminale est son collègue et vous avez relevé cela, que les enseignants ont tendance à prendre des élèves comme leurs amis, avec qui ils peuvent partager des verres de bière dans des bars et on voit le phénomène. Et nous, en tant que syndicat, nous essayons de tout faire pour sensibiliser les enseignants sur ce phénomène. Au-delà de la sensibilisation, vous faites quoi? Mais nous, on s'arrête au niveau de la sensibilisation. D'accord, restons là. L'État est habilité à sanctionner. Et nous interpellerons l'État très prochainement sur un autre plateau. Vous êtes le représentant, le vice-président numéro 4 de l'Union nationale des étudiants du Gabon. Tout à fait. L'université, c'est véritablement... j'allais sortir une expression qui ne doit pas sortir à la télévision, mais l'université est un stade où la compétition est rude entre enseignants et élèves. Il y a des professeurs qui outrepassent leurs fonctions. Il y a des élèves qui jouent de leur physique pour obtenir les faveurs des enseignants. C'est véritablement le théâtre de plusieurs infractions, je vais le dire comme ça. Qu'est-ce que vous nous dites? Parlons de ce phénomène de harcèlement sexuel. Quelle est la position de l'association de l'Union nationale des étudiants du Gabon? Bon, l'Union nationale des étudiants du Gabon, comme tout le monde, a constaté les faits. Et en dehors de la sensibilisation, parce que parlant de sensibilisation, nous allons dans les lycées. On est descendu jusqu'au lycée, dans les lycées et collèges. En passant, je suis un futur enseignant. Je suis à l'école normale supérieure. Et le phénomène du harcèlement sexuel aujourd'hui, il est de deux côtés en fait. Il est de deux côtés. Parce que là, on écoute clairement une élève... Un échange. Voilà, un échange qui est tranquille. L'élève est paisible dans l'échange. Tout à fait. Et elle répond. Elle tire au bout de doigt l'enseignant d'ailleurs même. Et si l'enseignant ne se rend pas compte, c'est l'élève qui est ici dans cet échange-là. Je vais dire... La personne même qui arrive à bien manager l'affaire. Parce que là, ça sort au public. Tout le monde a l'information. Or, qu'est-ce qu'on a remarqué au niveau de l'UNEG? Lorsqu'on a fait, par exemple, les enquêtes sur le terrain, on a retrouvé comme ça des élèves qui sont passés en témoignage. Il y a une dans un lycée privé de Libreville, elle dit qu'elle arrive en seconde, elle avait un groupe d'amis. Ils étaient 2 hommes, 5 filles. Et le groupe dit, est-ce que tu peux aller comme ça séduire l'enseignant? Comme ça, à la suite, si tu y arrives, on va avoir les faveurs de cet enseignant-là. Je ne dis pas que je suis comme ça en train de dire que c'est parce que c'est l'élève qui... Vous condamnez les élèves? Je condamne Vous êtes l'union des étudiants? Je condamne les deux parties en fait. Mais plus l'élève... Pourquoi? Non, plus l'enseignant. Parce que l'enseignant, au détriment de tout, c'est lui l'adulte. Et l'enseignement, le milieu de l'enseignement n'est pas seulement un milieu d'instruire, mais c'est aussi un milieu pour éduquer. Et l'enseignant doit être un modèle pour la société. L'enseignant doit susciter les vocations d'ailleurs lorsqu'il enseigne. Dans le cas de figure, c'est que je peux dire. Oui. Ce que je peux dire, c'est que le phénomène, il a dépassé tous les niveaux et il revient du quartier et il faut le traiter à tous les niveaux. Parce que cet enseignant est aussi... À votre niveau? À notre niveau. Comment on le traite? À notre niveau, nous avons mis en place
un numéro, lorsque nous allons dans les campagnes de sensibilisation, ne se limite pas seulement, parce que l'élève, parfois, il a peur de parler, il a peur de dire certaines choses aux parents et tout, mais nous sommes jeunes, on arrive, on dit à l'élève, lorsqu'un problème comme ça se pose, quand vous sentez une pression de la part de l'enseignant, voici, vous pouvez nous contacter au niveau de l'UNEG et nous, on en fait notre problème. Et comme ça, on va régler, monsieur... Combien de plaintes à ce jour avez-vous reçu? On a reçu comme ça plus de 17 plaintes. Et juste 17. Plus de 17. Le phénomène, il est réel. Ce sont des centaines, des milliers de personnes qui sont harcelées. Il y a ce facteur-là de la réticence aussi à l'endroit des élèves. Les élèves pensent que l'enseignant est encore dans ce système pédagogique qu'on appelait le béavirus, c'est-à-dire où l'enseignant est le détenteur, le maître et même le bourreau. Or, on est dans désormais un système pédagogique qu'on appelle le socio-constructivisme où l'enseignant est l'accompagnateur. Et par ce tact-là même, l'enseignant ne doit pas exercer une pression extraordinaire sur l'élève. Or, les élèves ont encore dans les mentalités le fait que si moi j'arrive à dire des choses à l'endroit de l'enseignant, quelles seront les répercussions par exemple? Est-ce que l'enseignant ne va pas taper sur moi? Dorlan Chanceli. Olengue, oui, réagissez, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut établir les responsabilités. C'est à ce niveau que j'arrive. Le phénomène est à double sens. Les élèves harcèlent les enseignants. Les enseignants harcèlent les élèves. Les enseignants harcèlent les élèves. Bon, maintenant, dans ce cas de figure, vous voyez, lorsqu'on analyse, moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas expert en analyse, mais je constate que, comme le jeune l'a dit, l'élève manipule l'enseignant. Mais l'enseignant n'est pas intelligent. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Parce que l'élève est intelligente, elle manipule l'enseignant qui malheureusement tombe dans le coup du harcèlement parce qu'il affirme que s'il n'obtient pas ce qu'il veut, parce qu'il a dit, tu sais ce que je veux. S'il n'obtient pas les faveurs sexuelles, par conséquent, il va tout faire pour que l'élève reprenne sa classe. Là, il en faute. Vis-à-vis de l'administration et vis-à-vis de la loi. Mais j'aime beaucoup. Je vais m'arrêter là quand même avant de redonner la parole à monsieur le procureur. La vérité, elle est là. Les enseignants draguent les élèves. Les élèves draguent les enseignants. Oui, c'est ça. Où sont les causes? Qu'est-ce qui a conduit à ça pour qu'on arrive au harcèlement? La parole est donnée à qui veut la prendre. Nous avons ce qu'on appelle la moyenne sexuellement transmissible. Oui. Alors, les élèves qui sont incapables de prouver leurs compétences au niveau de la classe sont obligés de tout faire pour séduire l'enseignant, pour que ce dernier puisse leur attribuer des notes fantaisistes auxquelles ils n'ont pas droit. Mais là, il fout le pied l'éthique et la déontologie de son métier. Et c'est là où on revient au niveau de l'éthique. L'éthique. Parce qu'il est dit que lorsque l'enseignant, lui, ne doit pas sortir avec son élève. Oui. S'il se laisse charmer par s'il succombe aux avances de l'élève, il est pénalement responsable de l'acte qu'il pose. Il est pénalement responsable. Bon. Dites-nous. Alors, je crois que je vais... Concernant, il y a un problème de responsabilité. Il faut dégager les responsabilités. Les causes et les responsabilités. Alors, donc, je crois qu'en ce qui concerne la petite fille qui fait la cour à son enseignant, c'est anormal. Ça veut dire qu'il faut revoir au niveau de son éducation à la maison. Et si on parle d'éducation à la maison, il faut voir directement les parents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit revoir le modèle. Aujourd'hui, on constate que les parents ne sont pas proches ou ne sont plus proches de leurs enfants, ne sont pas regardants sur leurs enfants. C'est-à-dire qu'il nous arrive souvent en juridiction de mettre la main sur des mineurs, des enfants. On appelle les parents. Lorsque les parents arrivent, les parents vous disent « on est surpris, c'est un enfant qui est sage à la maison ». Mais lorsqu'on présente la situation qui a conduit à l'interpellation de l'enfant, le parent est surpris. Surpris en réalité parce qu'il n'a pas été regardant. Il y a quelque chose qui a failli. Au niveau de la base, c'est-à-dire qu'à la maison, il n'observe pas, il ne fouille pas le sac de son enfant, il n'est pas suffisamment à ses côtés, comme ce fut dans les années antérieures. Alors de l'autre côté, vous avez également les parents, les enseignants, autant pour moi.
Il faut revoir au niveau les écoles de formation, il y a un problème d'éthique. Alors, l'école ou l'université, c'est un temple du savoir. C'est un endroit où doit régner la paix et la sécurité. Et les parents confient leurs enfants dans les écoles universités pour être éduqués d'une autre manière. Ça veut dire que c'est le prolongement de l'éducation qui commence à la maison. Mais un enseignant qui accepte, en réalité, l'attitude, si l'initiative vient de l'élève, un enseignant... Il doit y mettre un terme. Bien formé, il doit mettre un terme et attirer l'attention, convoquer les parents. Tout à fait. Pour dénoncer le comportement de leur enfant. Mais ça ne se fait pas. Ça veut dire qu'au niveau de l'enseignement, au niveau de la formation, il y a également du travail. Il faut revoir les systèmes modulaires en matière d'éthique, de déontologie. Parce qu'il y a un souci. D'accord. C'est inacceptable. Vous avez un avis, dites-nous. J'ai quelque chose à dire à ce propos. Dites-nous rapidement. En fait, lorsque le procureur, monsieur le procureur, en fait, le problème vient de la crise même de l'éducation au niveau même parental. Parce qu'aujourd'hui, on parle du harcèlement sexuel. Mais vous avez des enseignants qui sont arrêtés aux sorties de salles de classe, des lycées, par des parents d'élèves qui cherchent à monnayer les notes de leurs enfants. Et quel exemple ils montrent à cet enfant-là? Certains élèves tombent dans le coup de la facilité de la vie qui commence déjà depuis Mais lorsque le parent vient... L'éducation de base. D'accord. Lorsque le parent arrive et dit « Monsieur Mvemessa, il faut que mon enfant passe en CM2, je vous donne 200 000 ». Le maître qui est campé sur sa position d'éducateur, qui a son éthique et sa déontologie dans la poche, il va dire non simplement. Mais s'il n'a pas, s'il foule au pied la déontologie de son métier, il se livre à plusieurs actes répréhensibles. Dites-nous rapidement, on referme cette première partie. Voilà, vous savez, on voit le harcèlement sexuel, mais il y a plusieurs types de harcèlement. De harcèlement, on a plusieurs. Physique, tout à fait. Vous avez la brimade, vous avez les élèves qui obligent d'autres élèves à leur amener de l'argent chaque jour. Psychologique. Donc psychologique. Donc il y a plusieurs types de harcèlement en milieu scolaire. D'accord. Et le phénomène qu'on indexe aujourd'hui, c'est le harcèlement sexuel parce que c'est lui qui est mis en évidence. D'accord. Mais il n'y a pas que lui en milieu scolaire. D'accord. Parce que la violence. Quelles sont les causes? La violence aujourd'hui, c'est l'une des causes. La prise des drogues. La prise des drogues. La prise des drogues. Vous accusez la drogue. Vous avez des chefs de gang dans l'établissement scolaire, des chefs, des enfants qui se comportent en chefs de gang, qui imposent, qui distribuent qui sont connus, des fichiers de la police. Parce que le plus souvent, les parents haut placés interviennent. Parce que les parents haut placés. En dehors de cette position. Parce qu'au lycée, nous avons eu même mort d'homme à OIM. On a un mort d'homme au lycée BAC. Monsieur Vemessa. Nous avons reçu mort d'homme au lycée d'État. Oui. Parce que c'était pas le harcèlement sexuel. Mais qu'est-ce que vous faites? On a vu les enseignants toujours se lever pour revendiquer les primes. Vous faites quoi? Mais nous revendiquons justement. Vous revendiquez quoi? Mais quand on ferme l'établissement. Oui, fermer l'établissement, est-ce que c'est la réponse? Au lycée MBA, nous avons. Mais justement, pour dénoncer, pour susciter la réaction de l'État. Oui. Lorsque le jeune ancien, un jeune élève avait été tué au lycée MBA, au lycée d'État. Parce qu'il avait été agressé par un autre élève. Bon, les enseignants se sont mobilisés, ils ont fermé l'établissement pour attirer attention. Le ministre est descendu sur les lieux. Bon. Pour quelle raison ça? Mais pour demander à ce qu'on puisse mettre un service de sécurité scolaire pour fouiller les élèves, et ce qui est déjà de mise aujourd'hui, parce que les enseignants mais qui fonctionne assez bien, parce qu'aujourd'hui, on enregistre les élèves qui arrivent à l'école avec des couteaux, avec des tournevis, avec du cobolo, avec des drogues dures. Donc, ça, c'est un travail de sensibilisation que les syndicats ont qui a produit les effets positifs. Très bien, on va revenir dessus. Cause, rapidement, avant qu'on referme cette première partie. Il y a le phénomène du repli identitaire et le phénomène de l'ethnocentrisme. Il y a certains enseignants sur la base du repli identitaire ou de l'ethnocentrisme. Mais c'est très grave. Parce que l'enseignant considère que telle ethnie n'étant pas supérieure à la mienne, lorsque je suis affecté dans un coin du pays,
je dois faire du mal, par exemple, à X ethnie au lieu de Y ethnie. Mais c'est Et très faire grave du ce mal, que ça vous dites. passe. Je dis, soutenez- c'est sur la Qu'est-ce base qui des soutient enquêtes. vos dires? C'est Ah, sur vos enquêtes. la base des D'accord. enquêtes du terrain. Monsieur le On a procureur, croisé vous avez comme du ça. boulot. On a croisé comme ça certains enseignants Oui. qui sont affectés dans certaines provinces, Oui. qui estiment que cette province-là ne mérite pas, par exemple, les avantages. C'est l'une des causes. Comme ça, voici, c'est l'une des causes. Voilà, Et il va rapidement. comme ça commencer à faire du mal à ses enfants. Les causes. On va arriver sur les conséquences et les solutions. Les causes. On est arrivé à la fin de cette... Parmi les causes. Alors, Oui, j'ai cité le repli identitaire. Il y a oui. la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté est l'une des causes. Oui. L'abandon familial. Oui. Parce que l'absence d'interaction entre l'école et la famille, l'irresponsabilité de Très certains bien. enseignants D'accord. et le laxisme de l'administration. Monsieur le procureur. Les vous consommations refermez de cette- drogue. Oui. Alors, constitue également une cause importante. D'accord. Alors, la majeure partie des infractions qui sont commises par les enfants, c'est sous la base L'emprise de la de la consommation des drogues, D'accord. des stupéfiants, qui rentrent Mais dans là, on les parle écoles de et l'université. harcèlement. Et la familiarité, Professeurs, la familiarité enfants. également que les professeurs Le désormais ont harcèlement peut instauré être dû également entre élèves et professeurs. au statut de l'enseignant. D'accord. Vous savez, l'enseignant Rapidement. peut être dans la précarité. D'accord. Parce que là aussi, il faut voir la position de l'enseignant. D'accord. Un enseignant qui vit dans la précarité. Mais ça veut dire ben, qu'il y a du boulot. Ah ben oui, un enseignant qui vit dans la L'éducation précarité. nationale a du boulot. Oui, il faut dire. Certains C'était enseignants- l'erreur. Parce que lorsque l'éducation nationale affecte les enseignants ou recrute les enseignants, il est censé leur verser le salaire immédiatement après. D'accord. Mais les enseignants passent 2-3 ans sans salaire. D'accord, on Donc, revient. ce qui fait On que revient. l'enseignant est exposé à toutes sortes de propositions D'accord. qui lui sont faites soit par les Indécentes ou parents, pas, harcèlement. soit par les élèves. Merci, Monsieur Vemessa. Harcèlement sexuel en milieu scolaire et estudiantin, comment y remédier? Quelques causes ont déjà été égrenées. Dans la seconde partie, les conséquences et pourquoi pas des pistes de solutions. Nous revenons avec les mêmes pour recommencer ce débat. On marque une pause sur Gabon 24. Deuxième partie de ce qui fait débat sur Gabon 24, traitant de la question du harcèlement sexuel en milieu scolaire et estudiantin. Quel mécanisme mettre en place pour y remédier? Je reçois M. Roger Darnel Nguema Ondo, procureur de la République, près le tribunal de première instance de Mouila au Gabon, Fridolin Vemessa, secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale, et à côté d'Orlan Chanceli Olengue, vice-président numéro 4 de l'Union nationale des étudiants du Gabon. Messieurs, nous étions en pleine discussion sur les causes. Et monsieur le procureur, vous aviez la parole. Parmi les causes, il y a celle en rapport avec la consommation de stupéfiants et autres, mais encore. Aujourd'hui, les parents sont absents complètement. Et il y a un silence. C'est-à-dire que lorsque les faits sont établis ou il y a des soupçons, on ne dénonce pas. Donc le silence constitue un frein à la lutte contre ce phénomène. Il y a un grand silence. Vous allez faire le tour du Gabon dans les juridictions, on va vous dire que les dénonciations ne sont pas faites, ne sont pas enregistrées dans nos services. Parce que le fait de dénoncer participe à la lutte contre ce phénomène. Parce que la poursuite, lorsqu'on ouvre une enquête, ça permet d'identifier les auteurs. Et lorsque cet auteur est interpellé, on protège les futures victimes. Mais dans ce qui se passe au quotidien, ce que nous ne voyons pas, ce que nous n'entendons pas, est-ce que l'élève peut partir de la classe où le professeur est vraiment chaud sur elle ou sur lui, ça peut être professeur homme ou femme, est-ce qu'il peut directement s'adresser au tribunal de la République? Si oui, quelle est la procédure? Alors, effectivement, comme le prévoit l'article 6 du Code de procédure pénale, toute personne physique ou morale qui est lésée peut déposer une plainte pour mettre en mouvement l'action publique. Donc, à chaque fois que vous vous sentez lésé par pénalisation, vous suivez une préjudice, vous pouvez directement aller au tribunal, déposer une plainte. Alors, un petit rappel, ça veut dire que quand vous dites tribunal, vous pouvez arriver au tribunal, mais vous pouvez déposer également votre plainte au commissariat, à la gendarmerie, pour que l'ouverture d'une enquête soit faite, afin, justement, pour le cas qui nous est présenté, afin de déterminer les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise. C'est-à-dire dégager les responsabilités,
là, on est à l'audio, mais il faut voir le contour Tout à fait. avant de présenter, s'il y a lieu, la personne devant le tribunal. Donc, bien évidemment, pour revenir à votre interrogation, je suis lésé, je suis victime de harcèlement sexuel, que ce soit la jeune fille ou l'enseignant peut directement se rendre au tribunal et déposer sa plainte dans les services du procureur de la République, dans n'importe quelle province du Gabon. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. Monsieur Vemessa, quel rôle les adultes, donc parents ou enseignants, doivent-ils jouer pour que ce phénomène, pas pour le stopper, parce que je pense qu'il a tellement de ramifications qui sont sorties, il a tellement de tentacules qu'il va être difficile pour les uns et les autres à tous les niveaux de le stopper, mais on peut le freiner. Quelle doit être la posture du parent, de l'enseignant aujourd'hui vis-à-vis de ces enfants qui harcèlent les professeurs et les professeurs qui harcèlent les enfants? Quelle doit être la position de l'adulte par rapport à l'enfant et à l'enseignant? Oui, par rapport à l'enfant et à l'enseignant, il faut faire intervenir les trois institutions qui interagissent. Les parents, les enseignants et l'institution, c'est-à-dire l'État. Bien, pour le cas des parents d'élèves, ils doivent interagir avec l'école. C'est-à-dire qu'ils doivent sensibiliser sur le phénomène, ils doivent être également sensibilisés sur le phénomène et l'établissement doit entreprendre la sensibilisation et l'éducation en matière de... Mais ça, on a sensibilisé là. Oui, mais ce sont des actions ça me pèse un peu ce mot sensibiliser, on l'emploie à toutes les sauces, finalement il est galvaudé. Parce que nous, notre rôle c'est de sensibiliser et d'éduquer. D'accord, mais le rôle de la justice c'est de sanctionner. L'école ne sanctionne pas. Non, on ne sanctionne pas. Donc, on n'a pas de pouvoir de sanction. Ce qu'on peut faire, c'est de prévenir. Comment prévenir? Vous avez posé la question. Je suis pas totalement d'avis. Non, on peut dénoncer le phénomène pour que, effectivement, et nous le faisons, les syndicats le font, on dénonce le phénomène parce que, ouais, pour être sûr que là, on est harcelé, là, on a chance parce que c'est un élément audio, on entend le son. Mais dans le cas où il n'y a pas de preuve sonore, qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte que l'élève se plaint, que mon professeur n'aime pas, même pourquoi il ne t'aime pas? Mais au sein des établissements, au sein des établissements, est-ce qu'il y a des personnes vers qui les élèves nous avons des psychologues, mais nous avons les psychologues. Est-ce qu'ils remplissent leur mission quotidienne? Ils remplissent leur mission quotidienne. Alors, mais pourquoi on a encore des cas de harcèlement? Parce que, ils ne sont pas en nombre suffisant, parce qu'il faut pour un établissement comme le lycée Mba, il faut à peu près 4 ou 8, une dizaine de psychologues. On n'a qu'un seul psychologue pour 10 000 élèves. Doit affecter donc, nous devons avoir plus de psychologues qui écoutent, et puis qui font du counseling au niveau des élèves et des enseignants. Donc, ils écoutent les enseignants, ils écoutent les élèves, et ils essaient de trouver en leur sein des solutions aux problèmes. Mais pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Dans un donc, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, comment l'enfant il fait? Lui qui est harcelé par son professeur, comment le professeur fait? Lui qui est harcelé par son élève, comment il fait là? Comment il fait? Justement, il faut que l'État forme des psychologues en quantité et en qualité. Avant que l'État n'arrive à cette formation. On va au niveau de l'administration, puisque lorsque l'enfant se sent harcelé par le professeur, il va vers l'administration. Vous avez des surveillants, vous avez le directeur d'études, vous avez le directeur de la vie scolaire. Il se rapproche du directeur de la vie scolaire pour se plaindre, effectivement, du censeur vie scolaire, pour se plaindre du phénomène. C'est ce qu'il doit faire. Il se dit, voilà, tel professeur m'a infligé une autre. De note zéro, sans justificatif, et le censeur vie scolaire convoque le professeur avec qui il s'entretient. Est-ce que vous ne savez pas que l'enfant a peur de ça parce que l'unité des enseignants... Madame, on va vouloir quelque chose de son contraire. Mais donc la bonne démarche, c'est la... Vous savez, la bonne démarche, c'est de dénoncer le phénomène. D'accord, nous sommes à la télévision, nous avons tendance à vouloir rendre les mots plus jolis, plus audibles. La vérité est différente. Vous savez bien qu'un élève va se plaindre différemment, le corps enseignant va se liguer contre lui. Moi, j'ai eu ce cas. Ma fille qui est en terminale m'a interpellé un jour. Il dit, papa, va voir tel professeur. Moi, en tant que étant du métier, je suis parti voir le chef d'établissement, de son établissement, de son lycée. J'ai dit au chef d'établissement que tel professeur harcèle ma fille. Elle est encore mineure, donc qu'il cesse, parce que je risque d'agir violemment, c'est-à-dire en allant porter plainte. Et effectivement, il y a eu un entretien avec le professeur, cet entretien avec le chef d'établissement sur la question. Je n'ai pas voulu être là, premièrement. Bon, donc, ça s'est passé au niveau établissement.
Et ma fille, aujourd'hui, ne se plaint plus de ce comportement. D'accord. Donc, voilà ce que doivent faire les enfants. Et les enfants doivent interpeller leurs parents, aviser. Et le parent doit se rapprocher de l'établissement pour que la situation puisse, le phénomène puisse être Monsieur réglé. Olengue, Au niveau de l'établissement. vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait M. Remessa? Au début, parce qu'au niveau des établissements, pour ce qui concerne, disons, les enseignants ont possibilité comme ça de traduire un élève en conseil sur les faits, quand les faits sont prouvés, et commencer à exclure parce qu'il y a une certaine forme de... Oui, je vais intervenir là-dessus. Et ce qu'il faut, et là je parle devant le procureur, ce qui se passe également, c'est que dans la confection des règlements intérieurs de l'établissement, vous voyez, nous avons dénoncé ça, les syndicats, il n'y a pas de place, il n'y a pas trop de place pour les droits des enfants. Vous voyez, les enfants sont butés au niveau, on n'a que des devoirs dans le règlement intérieur de l'établissement. Il faudrait il faudrait qu'au niveau, qu'on accorde beaucoup plus de droits aux enfants. Voilà. Parce que les enfants, lorsque vous lisez le règlement intérieur de la plupart des établissements, vous voyez très peu de droits qui est réservé aux enfants. Mais voilà pourquoi mais justement, on dénonce. Il faut aujourd'hui que les chefs d'établissement et les parents s'approprient l'instrument juridique que nous appelons le Code de l'enfant. Parce que dans le Code de l'enfant, vous allez retrouver les droits, et les devoirs et les libertés de l'enfant en République gabonaise. Et vous avez tous ces mécanismes-là qui participent à la lutte contre ce phénomène. Un autre point, c'est que, oui, il est vrai, il peut arriver, il y a des conciliations qui sont faites. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la justice est un maillon important dans la lutte contre ce phénomène. Souvent, le procureur, lorsqu'on voit le procureur, on pense tout de suite à la prison. Mais la loi, notamment le Code de procédure pénale, nous donne la possibilité, nous avons ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Ça veut dire que lorsqu'un cas nous est présenté, nous avons la possibilité de procéder à une médiation pénale. Ça veut dire que c'est une simple conciliation pour attirer l'attention. Et en cas de harcèlement avéré? Alors, lorsque le harcèlement est avéré, en droit pénal, qu'est-ce qui se passe? Soit c'est une dénonciation, soit vous faites une plainte. Lorsque vous faites une plainte, l'auteur est appréhendé, on ouvre une enquête, on confie à l'unité de police judiciaire qui entend toutes les parties sur procès-verbal et ensuite, lorsque la procédure est bouclée, elle est présentée au procureur de la République qui donne suite, qui peut classer la procédure. Que dit la loi? Là est ma question. Alors, la loi, c'est-à-dire que... Je voulais demander, est-ce que la justice ne peut pas avoir un droit de regard dans parce qu'un règlement intérieur, c'est comment on appelle ça? C'est la norme, c'est la loi. C'est une norme juridique. Est-ce que la justice ne peut pas avoir un droit de regard dans les règlements intérieurs qui sont confiés dans l'établissement pour que ces règlements intérieurs soient conformes au code de Mais en principe, voilà pourquoi, un autre point pour régler la question, c'est parce que dans le code de l'enfant, il y a les acteurs. Les acteurs, ça veut dire toutes les administrations, tous les départements concernés par cette question de l'enfance. Vous avez la famille, vous avez la société civile et le secteur privé. Ce sont ces 4 acteurs-là qui rentrent de plein pied dans justement la gestion de ce fléau. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Ces acteurs-là ne sont pas ensemble. Mais pourquoi? Justement. Selon vous. Comment on règle la question définitivement si les personnes censées la régler ne s'accordent pas? Parce que ce qui doit être fait de façon pratique, c'est-à-dire qu'un proviseur, comme le dit la loi sur les violences faites aux femmes prévoit que tout, article 8 notamment, tous les chefs d'établissement, tous les enseignants qui sont informés d'un cas de harcèlement doivent informer automatiquement les autorités compétentes, le procureur. Le procureur n'envoie pas forcément, mais peut ouvrir une enquête parce que l'enquête peut faire ressortir plus d'éléments. C'est ça. C'est-à-dire, la dénonciation fait sortir une seule victime, mais au regard de l'enquête qui sera ouverte, il y en aura peut-être plus. Tout à fait. Donc la justice est également un rôle important. Le grand souci aujourd'hui, c'est parce que c'est la République au village, en fait. C'est-à-dire que chacun veut couvrir les positions des uns et des autres. On fait disparaître la rigueur parce qu'on estime qu'il y a des sentiments, il y a des familiarités, il y a ceci, il y a cela, qui
qui, comme ça, embrigadent un certain nombre d'éléments. Vous allez prendre la loi, par exemple, dans les établissements, la rigueur. Moi, j'en ai entendu parler, la loi Mara, par exemple. C'était des lois qui étaient tellement fortes, c'était des positions qui étaient tellement fortes, de telle sorte que lorsque vous êtes en fraction, on applique au niveau des établissements. Or, qu'est-ce qu'on remarque même au niveau des établissements? Les phénomènes sont parfois connus, mais on prend tellement du temps avant de... Il faut que ça soit grave pour que l'on en parle. Or, si l'on commence à sanctionner, par exemple, un élève qui vient draguer comme ça... Ou qui vient dans son uniforme un peu plus serré que les autres. Il y a un enseignant qui va passer au témoignage un jour. Il dit, il est en train de faire cours. Un élève qui n'a pas la moyenne à son cours quitte son table-banc, qui était derrière pour se placer devant nu. Pendant que l'enseignant est devant en train de faire cours, elle montre ses parties intimes. Et cet enseignant continue en disant, je ne sais pas, il faut peut-être aussi interdire aux enseignants de remettre le numéro, par exemple dans les salles de classe, ça c'est aussi important parce que cet enseignant-là, il continue, dit, un soir il est chez lui, il reçoit des images de la nudité de son élève, qui dit, monsieur, voici ce que vous allez avoir. Quel a été son comportement? Voici ce que vous allez avoir si vous m'octroyez la note. Là, devant cette situation, il doit traduire l'élève en conseil de discipline. Dès qu'un élève est puni, les reste va autres prendre peur. Tout à fait. Or, qu'est-ce qu'on fait? Même lorsque la personne ne s'adonne pas à la chose, mais il ne dénonce pas une période. C'est une forme mais un autre va tomber là-dedans. Tout à fait. Et par la suite, face à un cas comme ça, quelle doit être la réaction, la bonne réaction, la bonne Alors, la bonne réaction, c'est la sanction. La sanction parce qu'on ne doit pas tolérer ce comportement, soit de la part de l'élève... On sanctionne l'élève comment? Les deux, on sanctionne les deux. Les deux parce que l'élève passe en conseil de discipline. Et si les faits sont avérés, le règlement intérieur prévoit l'exclusion. Et l'enseignant doit être sanctionné parce qu'il y a la sanction administrative. Tout à fait. Il peut être soit suspendu de solde, soit suspendu de fonction, ou être affecté disciplinairement. Donc, ce sont plusieurs types de sanctions qui sont prévues par le statut général des fonctionnaires. Donc, on ne crée pas la sanction, elle existe déjà, elle est prévue. Elle existe, mais elle n'est pas appliquée. Il suffit de réactiver les mécanismes. Monsieur Vemessa, regardez la caméra, s'il vous plaît. Monsieur Vemessa, ce que vous dites, ce que ce monsieur Olengue a dit, c'est le quotidien des professeurs. Oui. Donc, les femmes gabonaises sont de plus en plus jolies. La jeune femme gabonaise est de plus en plus belle. Oui. Donc, quand elle arrive à l'école, l'uniforme est vendu sur une couture et puis elle va aller cintrer l'uniforme. Oui. Quand elle arrive, le professeur est joyeux. Et nous avons déjà réagi sur cette question parce que vous vous rappelez que l'enseignement catholique avait changé de tenue. Et malheureusement, les tenues qui étaient proposées aux élèves étaient aux filles, c'était de courtes jupes. Mais tout cela, vous savez... mais nous avons interpellé, nous avons demandé à ce que les tenues soient changées. C'est changé aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est une malgré réaction... le changement, est-ce qu'il y a des résultats mais madame, c'est la lutte contre un phénomène qui perdure, qui persiste. Donc, il faut de l'énergie, il faut de la résistance, il faut perpétuer l'effort. Donc, nous ne désarmons pas. Nous savons que c'est un phénomène difficile. Ne vous désarmez pas. C'est pas ce qu'on vous demande. Mais s'il vous plaît, il faut qu'on lutte de façon pratique, pas seulement dans la sensibilisation. C'est ce qu'on dit que lorsque l'élève harcèle son professeur... Qu'il dénonce. Monsieur, dénonce, vous êtes averti. L'enseignant dénonce. Oui. D'autres élèves qui connaissent la situation doivent dénoncer. Si c'est l'enseignant qui harcèle son élève à travers la proposition de note de doublement, l'élève doit en parler soit à ses parents, soit à ses amis, soit aller voir le centre scolaire ou le psychologue. Très bien, c'est très bien dit. Allez-y. Et de saisir peut-être la justice également. Et la justice, par exemple, jamais ça commence. Alors, je veux quand même poser ma question. Ce qu'il faut oublier, c'est que c'est la vie de quelqu'un qui est en jeu. Tout à fait. Exactement. Si l'élève, si l'enseignant, si le problème, il augmente, on a l'impression que le problème, il gagne. Pendant que vous parlez de sensibilisation, pendant qu'on parle de tout ça, on a comme l'impression que hier, si c'était à 5%, aujourd'hui on est à 80, voire 90%. Qu'est-ce qui expliquerait le fait que l'on puisse, malgré les sensibilisations, n'ait pas trouvé des solutions? Mais c'est parce que aussi l'image. Parce que l'enseignant, c'est un homme. La femme, c'est qui la femme? La femme, c'est le berceau de l'humanité. Vous détruisez la femme, vous avez détruit le pays.
C'est parce que hier encore, si je parle sous la tutelle de mes aînés ici, hier encore peut-être, on avait encore cette décence-là pour la femme, on avait encore ce respect pour la femme. Aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce que la femme elle-même, elle ne se respecte pas. Vous parlez de la jeune fille. La jeune fille, ouais, la jeune fille, voilà, elle ne se respecte pas. Prenez un cas simple. Dernièrement, toujours sur les réseaux sociaux, une mère, un audio que j'ai écouté, une mère qui se plaignait que sa fille de 15 ans est dans les placements. A rapporté des téléphones, de l'argent, etc. Des placements, des phénomènes qui sont déjà dans les placements. Et donc, su par tous et donc pris en compte par la justice. Par la justice, voilà, il y a la justice là, heureusement le procureur est là. Ces choses-là, hier, on a attrapé les élèves dans les bars. Hier, le procureur sionnait. Hier, le procureur mettait de la loi. Aujourd'hui, vous voulez quoi? Aujourd'hui, c'est un désordre total. Mais vous voulez que qu'est-ce qui soit fait pour que ce qui a permis à être bon hier. Parce qu'on ne peut pas tout laisser. Non, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Là, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit fait dans l'immédiat? Dans l'immédiat, on doit revenir à certaines mesures. Les procureurs doivent sillonner dans les rues à de certaines heures. Lorsque la police judiciaire descend dans les rues, vous dites qu'ils utilisent la force. Lorsque la DGR descend dans les rues, vous dites qu'on utilise la force. Lorsque la contre-ingérence appelle les gens, on dit qu'on vous traumatise. Bon, finalement, vous voulez quoi? Puisque, pour parvenir à des résultats, il faut que les officiers de police judiciaire fassent leur travail. Comment on fait tout ça? Si déjà la dénonciation qui doit être l'acte premier n'est pas suivi, les enfants ne dénoncent pas, les parents ne suivent pas, comment vous voulez que des choses soient faites? Mais quelles choses? Il faut amener la jeune fille à comprendre sa place. Comment? La place doit être la place de la jeune fille. Comment? En mettant en place des sanctions, des normes, comme je disais, des descentes. Il ne faut pas suivre parce qu'on critique la justice. On le dit, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi, elle s'applique à tous. D'accord, l'article 340 du Code pénal gabonais nous dit, monsieur le procureur, que les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont l'emprisonnement, l'amende, les peines privatives ou restrictives de droit prévues à l'article 4 du présent Code, la peine de sanction, réparation prévue à l'article 24 du présent Code. Mais dites-nous, pour le harcèlement, c'est quoi? Qu'est-ce qui est prévu? Le harcèlement, ouais. Quoi? Amende, qu'est-ce qui est prévu? Alors, la sanction pour l'auteur de harcèlement sexuel est prévue et punie par les dispositions de l'article 257 nouveau bis du Code pénal. Je dis nouveau parce que le Code pénal, comme vous le savez, a changé. On est en train d'évoluer. Justement, on a réintégré la notion de harcèlement dans notre corpus. Alors, l'auteur est donc puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus et d'une peine d'amende de 2 millions de francs au plus. Donc ça, c'est la peine. Donc, c'est une fourchette. C'est-à-dire que le tribunal va choisir de 1 jour à 6 mois et de 5 francs à 2 millions de francs. C'est ça la sanction dans notre pays. D'accord. Voilà. Mais il faut quand même le rappeler que, hormis le harcèlement sexuel, il y a le harcèlement moral qui est également puni par le Code pénal. Et vous avez également l'article 230 nouveau du Code pénal qui prévoit désormais qu'on peut poursuivre quelqu'un pour les faits de violence psychologique, violence morale, voilà, violence physique, ce qui n'existait pas il y a quelque temps. Donc c'est une évolution. Là, nous sommes face à un autre cas. Le harcèlement, il a été enregistré. Hein. Le pseudo-harcèlement, on va le dire comme ça, parce que les faits ne sont pas clairement établis. Ouais. Il a été enregistré. Déjà, l'enregistrement en droit est punissable. Ouais. D'accord ? Ouais. Pour les personnes qui vont peut-être essayer de réitérer l'exploit, c'est-à-dire enregistrer les professeurs ou les élèves, quel est votre message en tant que garant de l'autorité ici ? Mais justement, c'est une preuve. Est-ce qu'on a le droit d'enregistrer? Le même code pénal dit qu'il ne faut pas enregistrer les gens, ces personnes sont passibles de poursuite. Qu'est-ce que vous dites? C'est possible. Lorsqu'on ouvre une enquête, c'est vrai que c'est une atteinte à la vie privée lorsqu'on enregistre quelqu'un sans son consentement. Mais lorsque vous voulez obtenir une preuve pour quelqu'un qui vous harcèle, c'est possible, ce sera accepté. Et nous allons utiliser
cet enregistrement, cet audio, dans le cadre de l'enquête, pour matérialiser. Tout à fait. Voilà, c'est la preuve. Quelqu'un qui a harcelé en danger. Exactement. Voilà. D'accord, vous aviez votre mot à dire. Avant qu'on ne fasse un dernier tour de table pour la fin de cette émission, ce débat autour du harcèlement sexuel. Vous savez, je sors de cette émission sur ma faim. Les causes sont clairement identifiées. Il y a des conséquences, abandon scolaire, échec, suicide parfois, cas extrême, mais il y a ces problèmes-là. Aujourd'hui, comment on règle la question pour éviter ces conséquences qui fragilisent tout de même la famille, l'État, le pays, etc. On doit revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire que nous étions jeunes à l'époque. On voyait comment la société était dirigée. Je me rappelle que lorsque j'allais au cinéma au-delà de 23 heures dans mon village, dans ma petite ville de Bitam, la police venait garer son camion et on faisait sortir, il faisait irruption dans la salle de cinéma, il faisait sortir dedans et on nous conduisait à la police. On restait jusqu'au matin et on nous rasait. Donc je crois que ces pratiques doivent revenir parce qu'on a l'impression que l'État est en train de laisser place au comportement déviant des citoyens. Mais c'est toujours l'État. Mais l'État, c'est vous, c'est moi, c'est monsieur le procureur. Justement, ça c'est de un. De deux, les parents n'acceptaient pas que leurs enfants s'habillent d'une certaine manière. Donc, nous, à l'école, on doit proposer à ce que les jeunes filles repartent avec les tresses. C'est ce qui va régler la question du harcèlement. Oui, parce que lorsqu'une jeune fille se drape d'artifice pour aller à l'école, ça perturbe l'enseignant qui est un homme, qui est jeune comme lui. Donc ça perturbe. Donc interdire, comme il disait la loi Mara, toutes les filles allaient en tresse, et toutes les filles avaient des palas, personne n'avait avec du vernis, personne avec des rouges à lèvres, personne n'allait à l'école avec quoi que ce soit. On allait comme ça avec une tenue bien appropriée. Donc ça aussi, il faut éviter aussi que les enfants apportent de l'argent à l'établissement. À l'argent. Parce que ça participe à... Monsieur, je peux vous offrir un pot, monsieur, allons au restaurant. Ça se fait, on le vit. L'éthique et la déontologie de l'enseignant sont interpellées. Madame, je vous ai dit que la société évolue. D'accord, elle a évolué, mais elle ne doit pas évoluer dans le mauvais sens. Malheureusement, c'est ça, dans la société actuelle. Quand vous regardez, et les efforts partout dans le monde, c'est un phénomène qui prend l'ampleur. Rapidement, vous avez et pour cela, nous devons faire en sorte que les parents jouent un rôle déterminant dans l'éducation de leurs enfants. Il faudrait également que la direction d'établissement puisse également jouer son rôle de garant, de gardien et de respect de la norme. Monsieur le procureur, vous avez la lourde tâche de refermer cette émission, ce débat autour du harcèlement sexuel en milieu scolaire. La loi, vous nous l'avez lue, d'accord ? Vous avez dit le droit sur les antennes de Gabon 24. Mais qu'est-ce qui doit être fait pour qu'à court, moyen et long terme, le harcèlement sexuel, moral, physique et que sais-je encore ne soit plus qu'un mauvais souvenir ? Alors, je crois qu'il faut dégager les responsabilités, comme nous l'avons dit tantôt. Les parents ont démissionné. Il faut donc revoir au sein de la famille l'éducation. Ça veut dire qu'il faut inculquer aux jeunes filles, aux jeunes garçons, des valeurs pour qu'ils soient demain des adultes responsables. Et de l'autre côté, en ce qui concerne les enseignants, il faut que les enseignants soient davantage responsables. Il faut donc, dans nos écoles qui forment les enseignants, il faut revoir dans le recrutement, il faut regarder dans l'éthique et la déontologie. Pourquoi pas ne pas aller faire des enquêtes de moralité avant de recruter? Et autre chose, il faut dénoncer les faits. Comment voulez-vous que la justice puisse sanctionner un auteur d'harcèlement sexuel si elle n'est pas informée ou si une plainte n'est pas déposée? Donc, il faut dénoncer. Il faut permettre à la justice, qui joue un rôle important dans la lutte contre ce fléau, de prendre le problème à bras le corps et de faire sa part
de responsabilité. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà. Fin de ce qui fait débat. Oui, nous avons parlé des pistes de solutions a été égrenées ici par les invités. Il s'agissait nommément de Roger Darnel Nguema-Ondo, procureur de la République près le tribunal de première instance de Mouila. Nous sommes au Gabon, dans l'arrière-pays. Il y avait juste à côté M. Dorlan Chanceli Olengue, vice-président numéro 4 de l'Union nationale des étudiants gabonais. Et à ma gauche, M. Fridolin Vemessa, secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale. Ensemble, il a été question de définir les causes, puis les conséquences et d'égrener des pistes de solutions, ce qui fut fait durant les 52 dernières minutes. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais il est important de rappeler aux enseignants que vous avez une batterie de mesures. Vous avez la loi qui est avec vous, qui vous protège. Messieurs les enseignants, si vous êtes victime de harcèlement, allez-y vous plaindre. Mais s'il vous plaît, messieurs les enseignants, vous qui pratiquez cet acte-là, évitez, s'il vous plaît, de confondre les élèves à une copine, une amie, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à ces profils-là, qui rentrent dans ces profils-là, mais vous êtes l'autorité, vous devez incarner l'autorité parce que vous transmettez le savoir à la génération qui prendra les rênes du pays demain. Voilà qui est dit. Chers élèves, il est important d'aller à l'école pour apprendre. C'est la seule chose à retenir. Merci de nous avoir suivis sur Gabon 24. Nos programmes se poursuivent. N'oubliez pas, dehors, il y a encore le coronavirus. Il court toujours, donc continuez de respecter les gestes barrières.